Lundi, le 8 mars, c'était la Journée internationale de la lutte pour les droits des femmes et la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine en a profité pour rappeler qu'il y avait toujours de très grandes inégalités entre les hommes et les femmes et que la pandémie de COVID-19 les avait creusées encore plus. Même si on n'est plus le 8 mars, malheureusement, c'est une réalité qui reste toujours d'actualité. Alors, pour en parler, mais surtout pour écouter, je reçois aujourd'hui Sarah Ternoir, qui est agente de projet à la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, Madame Ternoir. Bonjour. Madame Ternoir, la table de concertation dit que les femmes veulent des mesures concrètes pour combattre la pauvreté et la violence qu'elles subissent pour améliorer considérablement leurs conditions de vie et de travail. Lundi, il y a la ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charret, qui a annoncé un plan d'action de 23 millions de dollars. Selon vous, est-ce que ce plan-là répond aux besoins? Est-ce que les femmes ont été écoutées à votre avis? C'est vraiment une très bonne question. Effectivement, on peut que se réjouir du fait d'avoir ce plan-là qui est mis en place. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait des années que des plans spécifiques aux femmes sont réclamés. Je pense notamment à un plan spécifique en santé des femmes. Ça fait vraiment longtemps que c'est demandé. Fait que c'est sûr que moi, je ne sais pas encore comment il va être distribué, cet argent-là non plus. Fait que je pense que ça va être intéressant à suivre pour voir qui va en bénéficier. Est-ce que ça va être les organismes qui œuvrent déjà pour les droits des femmes? Est-ce que ça va être des programmes spécifiques? Je pense qu'il faut garder l'œil là-dessus dans les prochains mois. Ben, parlons justement un peu des organismes qui œuvrent pour le droit des femmes. Vous représentez la table de concertation des groupes de femmes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Qu'est-ce que c'est exactement la table de concertation? Nous, en fait, on est un organisme régional, donc Gaspésie et les îles, et nos membres sont des organismes communautaires qui œuvrent pour améliorer en fait les conditions de vie des femmes de manière générale. Donc, on a des centres de femmes, des maisons d'hébergement, Calax, on a une représentante diocésaine aussi, des représentants de la CSN. Là, j'ai peur d'en oublier, mais on a des membres de différentes organisations, ce qui nous permet en fait d'avoir un portrait relativement juste de la situation réelle des femmes en Gaspésie, puisque ces organismes-là sont directement sur le terrain. Nous, à la table, ce qu'on fait, c'est beaucoup de travail au niveau politique. On va travailler, par exemple, sur les actions comme la Marche mondiale des femmes, le dossier dont moi, je suis responsable en ce moment. Mais on va aussi avoir des actions comme travailler dans les écoles pour offrir en fait des formations aux professionnels pour leur permettre d'avoir des activités qui soient plus cohérentes au niveau de l'égalité filles-garçons, par exemple. Fait que nous, on travaille sur des projets d'envergure comme ça aussi. On est souvent très impliqués quand il s'agit des élections, qu'elles soient municipales, provinciales ou fédérales. Donc, on vient vraiment, on travaille vraiment pour la condition féminine de manière générale, avec le souci que ça reste très collé aux besoins de notre région. En Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, peut-être qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la réalité des femmes? Je pense que la question, notamment des violences, reste très pertinente à aborder dans notre région pour plusieurs raisons. D'abord, le fait que le territoire soit aussi étendu, ça fait en sorte que certaines femmes se retrouvent très loin des maisons d'hébergement, par exemple, donc ne vont pas nécessairement aller solliciter l'aide dont elles auraient besoin. Je pense que ça, c'est vraiment intéressant et important de le nommer. On manque aussi beaucoup, encore une fois, relativement à la violence conjugale, on manque de logements de deuxième étape. Donc, ces femmes-là se retrouvent facilement à
à devoir retourner dans une relation qui est une relation de violence parce qu'il n'y a pas de logement abordable pour les femmes qui sortent d'une relation comme ça. C'est sûr que au niveau de la pauvreté aussi, on a quand même un haut taux de pauvreté ici dans la région. Nous, ça fait longtemps avec des organismes de lutte contre la pauvreté, qu'on milite pour le salaire minimum à 15 de l'heure. Ça fait partie d'ailleurs des nombreuses recommandations qui ont été faites à la fin de l'année passée pour soutenir les femmes, améliorer les conditions de vie en général des femmes. Puis quand on parle des femmes, on a l'impression qu'on parle d'un tout homogène. Or, c'est vraiment pas le cas. Il y a des femmes qui sont encore plus vulnérables que d'autres. Puis je pense à des femmes qui viennent de parcours de migration ou les femmes qui sont de la diversité sexuelle, les femmes autochtones, les femmes aînées. Donc, on voit que ça prend des mesures concrètes pour chacune de ces populations aussi. En quoi est-ce que la pandémie accentue ces inégalités-là? Ben, ce qu'on a constaté l'an passé, parce que là, ça fait un an, fait que c'est plate, mais c'est suffisant pour avoir des données là-dessus. Puis, ce qu'on a constaté, c'est que les femmes sont aux premières lignes dans les services de santé, services d'éducation, etc. Puis, paradoxalement, les femmes ont été aussi celles qui ont le plus subi de perte d'emploi et de perte de revenus. Donc, à la fois, on peut avoir des inquiétudes en termes de santé physique, santé mentale, santé économique aussi pour les femmes. Puis encore une fois, je le répète, il y a des femmes dans ce tout homogène, hétérogène de femmes qui ont, notamment les femmes migrantes, qui ont encore plus subi les impacts de la COVID. Puis n'oublions pas non plus toute la conciliation travail-famille qui a été vraiment, vraiment mise à mal avec le télétravail. Beaucoup de femmes se sont retrouvées à la maison à devoir s'occuper des enfants tout en essayant de travailler, mais on s'entend que voilà, c'était pas toujours évident. Fait qu'il y a eu, il y a comme eu quelques reculs. Puis moi, ce que je trouve, c'est que ça nous montre que les acquis qu'on a, ils sont quand même fragiles. Tu sais. Et là, on l'a vu dans cette crise-là, qui est une crise sanitaire. Qu'effectivement, la conciliation travail-famille, quand il y a un problème, quand il y a quelque chose qui ne permet pas que ça fonctionne correctement, c'est souvent les femmes qui vont arrêter leur emploi puis rester à la maison. Donc, encore en 2021, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on continue d'observer, le partage de la charge mentale, par exemple, justement, tout ce qui va être lié à s'occuper des enfants, c'est quelque chose que vous continuez d'observer énormément, même en 2021. Oui, ben, puis en fait, je dirais que d'autant plus avec la pandémie. Ça a été extrêmement, extrêmement exacerbé. Puis, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger à quel point l'inquiétude, l'angoisse, la peur de la maladie sont venues vraiment dans les familles, en général pour les enfants, pour les parents, pour les mères, sont venues ajouter une couche supplémentaire à une charge qui déjà, tu sais, entre les enfants, les travails, la charge du foyer, ça venait ajouter une couche supplémentaire de difficultés c'est ça qui probablement, en tout cas, je l'espère, si on avait des ressources vraiment formées en santé des femmes depuis longtemps, puis de manière plus régulière, mais peut-être qu'il y aurait aussi un soutien supplémentaire pour ces femmes-là. Vous avez parlé tantôt, dit que les femmes étaient peut-être davantage en première ligne là, de la pandémie, dans des emplois qu'on dit services essentiels. En santé, par exemple, en éducation. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu beaucoup de remerciements, en fait, de remerciements en parole de la part du gouvernement, de différentes personnes. Est-ce que vous pensez qu'on doit en faire plus, que ça doit se concrétiser en gestes, en argent? Ben, moi, je pense que les remerciements, ça met pas de la bouffe sur la table. Tu sais, c'est le fun, c'est vraiment le fun, mais oui, ça prend des mesures concrètes. Ça prend un gouvernement qui veut réellement s'impliquer dans la reconnaissance qu'il y a encore des lieux
d'inégalité entre les hommes et les femmes et qui met des actions en place. Je pense aussi à la question du manque de place en garderie, par exemple, ici en Gaspésie, aux îles. Je veux dire, ça, c'est un énorme dossier sur lequel on a travaillé l'année passée. Là, on est à quasiment 900 places manquantes sur le territoire au complet, quasiment ou même plus que ça, parce qu'il y a des données qui nous manquent. Encore une fois, qui reste le plus à la maison, c'est les femmes. Donc, qui n'a pas son salaire complet, qui ne prend pas d'expérience, c'est vraiment tout ça qu'on voit. Là, il y a eu quelques places qui ont été annoncées, mais je veux dire, c'est rien comparé aux besoins. Donc, à un moment donné, il faut que ce soit un projet de société aussi de décider que les femmes peuvent retourner sur le marché du travail parce que ce qu'on leur permet, ce qu'on leur offre, leur permet de le faire. Pour les conditions de travail, justement, on sait qu'il y a énormément de femmes qui travaillent au salaire minimum. Il y a aussi des conditions de travail pour les travailleuses de la santé, par exemple, pour les travailleuses essentielles, qui sont passablement difficiles, surtout avec la pandémie. Est-ce que vous pensez qu'on table beaucoup sur une soi-disant vocation des femmes dans ce genre d'emploi-là pour un peu comme éviter de leur donner des conditions de travail qui sont plus favorables? En fait, votre question soulève la question du fait que c'est une vision euh, très sexiste, en fait, de la division du travail. C'est possible, je veux dire, je ne suis pas dans la tête de nos politiciens, c'est fort possible qu'il y ait encore cette croyance-là que les femmes soient bien et choisissent les métiers du care, donc infirmières, celles qui vont être plus dans l'éducation, etc. Non pas par volonté, mais par compétence innée. Donc, c'est aussi toute la croyance que c'est ça, là, que les femmes seraient bonnes, meilleures que les hommes pour être mères à la maison, ce qui, en fait, pour moi, se base beaucoup, beaucoup sur tout ce qui va se passer dans l'enfance, la manière dont on va proposer des modèles différents aux jeunes filles et aux jeunes garçons, puis comment qu'on va leur laisser, en fait, toutes les portes ouvertes de choisir. Le problème, c'est que tant qu'on aura une société qui clive en fait les métiers hommes et femmes à ce point-là, effectivement, les modèles qui vont revenir, ça va être pour des filles de voir des infirmières, puis pour les petits gars de voir les gars de la construction. Je généralise, mais c'est quand même un peu ça. Fait que oui, c'est important de montrer des modèles différents très, très jeunes. Et c'est un gros travail. Puis je vous parlais de notre projet dans les écoles là, de formation. Puis c'est exactement là qu'on travaille avec les professionnels de l'éducation à l'enfance. Puis on essaye d'éducation à l'enfance, mais en fait de l'éducation à tout niveau, là, jusqu'au cégep. Puis on essaye d'avoir aussi des interactions avec les enseignants pour qu'eux réfléchissent à comment est-ce qu'on véhicule des préjugés sur les garçons, les filles, sans le vouloir, parce qu'on grandit dans une société qui est encore pleine de préjugés sexistes. Est-ce que vous pensez que justement, c'est des choses qui évoluent récemment? Est-ce que la prochaine génération de femmes va être peut-être un peu plus, va vivre dans un monde un peu plus égalitaire, moins genré? Moi, j'ai cet espoir-là, évidemment. C'est sûr que j'aimerais beaucoup ça. Je pense qu'il y a des choses qui se passent, il y a des mesures qui sont mises en place qui permettent plus d'accès à par exemple, à des postes de pouvoir pour les femmes ou des choses comme ça. Mais c'est ça, mais c'est toujours fragile en fait. C'est que la consolidation ne pourra pas se faire s'il n'y a pas de volonté politique. Fait que ça doit venir d'en haut et non pas d'en bas, entre guillemets. Là, je veux dire, moi, je le vois dans mon entourage parce que je m'entoure de personnes qui réfléchissent à ce niveau-là, ou moi, je travaille dans un milieu où effectivement, on met des actions en place, mais il faut que ce soit soutenu. C'est vraiment important que ce soit soutenu par les politiques. Puis je pense à ça aussi, la place des femmes en politique, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine.
on parle, puis là, je généralise un peu, mais j'ai pas les chiffres exacts, mais avec notre organisme, on a fait un portrait des grands enjeux régionaux il y a 2 ans de ça, 3 ans de ça maintenant. Puis on parle d'une proportion d'environ un tiers de femmes, que ce soit dans les conseils municipaux ou au poste de mairesse. Donc là aussi, on voit que c'est difficile peut-être pour des petites filles de s'imaginer en politique parce qu'il n'y en a pas tant des modèles. Mais il y a des choses qui bougent, il y a des femmes qui se présentent. Donc, oui, j'ai l'espoir que ça évolue dans le bon sens. Merci beaucoup, Madame Ternois. Ben, ça m'a fait plaisir.